Chapitre 1. L'invitation. L'enveloppe de couleur crème, épaisse et luxueuse, est arrivée un mardi. Le faire-part de mariage de Victoria, orné de lettres dorées en relief qui avaient probablement coûté plus que mon budget mensuel d'épicerie. Je le tenais avec précaution, mes mains encore marquées par l'huile de moteur de ma matinée de travail au garage. « Papa, c'est de la part de tante Victoria ?» Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte, ses béquilles produisant leur rythme familier. À 14 ans, il était devenu grand, même si sa paralysie cérébrale signifiait qu'il ne marcherait jamais sans aide. Son sourire était éclatant, excité à l'idée d'un événement familial. « Oui, mon grand. Elle épouse enfin Richard. » J'ai ouvert l'enveloppe en sortant plusieurs cartons. Le mariage avait lieu le 15 juin au Grandview Estate, un lieu tout droit sorti des magazines de luxe. Cocktail à 17h, cérémonie à 18h, tenue de soirée exigée. Marcus s'est penché par-dessus mon épaule. « Cravate noire optionnelle. Je peux mettre mon costume bleu marine, n'est-ce pas ?» J'ai continué à lire les cartons. RSVP, option d'hébergement dans des hôtels 5 étoiles, programme détaillé. Puis j'ai trouvé la plus petite carte, glissée derrière les autres. En raison de la nature formelle du lieu et des séances photos prévues, nous demandons aimablement à tous les invités d'être en mesure de se déplacer de manière autonome sur le domaine. La cérémonie comporte des escaliers, des sentiers en gravier et de longues périodes en position debout. Les mots étaient polis, soigneusement choisis, mais je savais exactement ce que cela signifiait. « Papa, ça veut dire qu'ils ne veulent pas de moi, n'est-ce pas ?» La voix de Marcus se fit plus basse. « À cause de mes béquilles. » Je voulais lui dire qu'il avait tort, mais Marcus avait passé toute sa vie à naviguer dans un monde qui n'était pas fait pour lui. Il savait reconnaître l'exclusion sous ses déguisements polis. « Laisse-moi appeler Victoria. » Mais alors même que je composais le numéro, je me suis souvenu qu'elle n'était venue nous voir qu'une seule fois en 3 ans, depuis la mort de Julia. Comment elle avait manqué la remise de diplôme de Marcus pour un week-end au spa. Comment chaque photo de famille qu'elle publiait parvenait à exclure Marcus du cadre. « Daniel, tu as reçu l'invitation ?» La voix de Victoria transpirait une gaieté affectée. À propos du petit carton... « Oh, la note sur l'accessibilité ?» La mère de Richard a insisté. Le domaine est assez ancien, une architecture traditionnelle. L'assurance a été très spécifique sur la responsabilité. Tu es en train de désinviter Marcus à ton mariage. La pause a duré trop longtemps. Ne sois pas dramatique. Nous sommes simplement réalistes quant aux limites du lieu. La cérémonie se déroule sur une pelouse en pente raide. Il y a 3 niveaux différents pour la réception. Le photographe a choisi des endroits spécifiques. Alors, engage un autre photographe. La compte était de 15 000 $. C'est le jour de mon mariage, Daniel. Mon unique journée parfaite. Je ne peux pas tout réorganiser à cause de... l'imitation. C'est ton neveu. Et je l'aime. Mais tout doit être parfait. La famille de Richard, les Worthington, les Ashford, ce sont des gens importants. Le mariage fera l'objet d'un article dans le magazine Metropolitan Bride. Je ne peux pas avoir... Elle s'interrompit. Avoir quoi? Un enfant handicapé sur les photos? Tu déformes mes propos. Peut-être que Marcus serait plus à l'aise à la maison de toute façon. Toutes ces heures debout pourraient être épuisantes. Laisse-moi décider de ce qui est confortable pour mon fils. Très bien. Mais si tu l'amènes, tu seras responsable de toute difficulté. S'il perturbe le déroulement, ce sera de ta faute. Il n'y a pas de place pour des arrangements spéciaux. Des arrangements spéciaux. Tu veux dire comme une chaise? Je veux dire comme restructurer un mariage à 150 000 $. Papa et maman comprennent. Ils sont d'accord que c'est la meilleure solution. Papa et maman sont au courant? Maman a aidé à rédiger le carton. Elle a dit que c'était la façon la plus diplomatique de gérer la situation. Honnêtement, depuis la mort de Julia, tu es devenue tellement sur la défensive à propos de Marcus. J'ai raccroché. J'ai entendu, dit doucement Marcus. Ce n'est pas grave, papa. J'ai l'habitude. Entendre mon fils de 14 ans dire qu'il avait l'habitude d'être exclu a brisé quelque chose en moi. Chapitre 2. Le schéma.
J'ai grandi à Greenwich, dans le Connecticut, dans une maison digne des magazines d'architecture. Mon père, Robert, a bâti un empire dans l'immobilier commercial. Ma mère, Catherine, maîtrisait à la perfection son rôle d'épouse mondaine. Victoria a appris très tôt à naviguer dans leur monde. Quelle fourchette utiliser, quelle famille compter, comment sourire en toutes circonstances. J'étais la déception, trop bruyant, plus intéressé par la mécanique que par les dîners en cravate noire. Quand j'ai annoncé à 16 ans que je voulais devenir mécanicien, le visage de Robert est devenu cramoisi. Les hommes de la famille Matthews ne travaillent pas de leurs mains. Après l'université, j'ai ouvert mon propre garage au lieu de rejoindre l'entreprise de Robert. C'est là que j'ai rencontré Julia. Elle avait amené sa Honda en fin de vie, et je suis tombée amoureux. Mes parents ont boycotté notre mariage. Trop modeste, disait-il, inapproprié pour un Matthews. Marcus est arrivé 2 ans plus tard. Le diagnostic de paralysie cérébrale est tombé rapidement. Julia a refusé de voir cela comme une tragédie. Il est à nous, et nous allons nous assurer qu'il sache qu'il est exactement celui qu'il est censé être. Mes parents ont visité l'hôpital une seule fois. Catherine a tenu Marcus dans ses bras pendant 4 minutes avant de me le rendre. Ce sont des choses qui arrivent. Il existe d'excellents établissements. Très discrets. Robert a été plus direct. Vous êtes jeune. Vous pourriez réessayer. Il voulait dire réessayer d'avoir un enfant normal, digne du nom des Matthews. Julia leur a demandé de partir. Nous avons élevé Marcus dans notre propre monde. Julia était infirmière en pédiatrie, une femme forte et peu impressionnée par la richesse de ma famille. Notre appartement au-dessus du garage était petit, mais rempli de rire, et les dessins de Marcus couvraient tous les murs. Julia est décédée il y a 3 ans. Un anévrisme, soudain et cruel. Marcus avait 11 ans. Mes parents ont assisté aux funérailles dans des tenues noires coûteuses, acceptant les condoléances comme des ambassadeurs, puis sont partis immédiatement. Depuis 3 ans, j'étais les 2 parents à la fois, jonglant avec les rendez-vous chez le thérapeute, célébrant ses réussites, ses diplômes d'honneur fièrement affichés sur notre réfrigérateur. Ma famille restait distante. Des appels occasionnels, des cartes d'anniversaire accompagnées d'un chèque. Maintenant, en regardant cette invitation, je réalisais que je m'étais leurrée. Je pensais qu'ils avaient peut-être changé, que les réussites de Marcus leur feraient voir au-delà de son handicap. Chapitre 3. L'enquête. La semaine suivante, j'ai commencé à passer des appels. Non pas pour me disputer, mais pour enquêter. Ce carton d'invitation semblait trop calculé, trop spécifique. J'ai d'abord appelé ma cousine Rachel. Elle s'était mariée 5 ans plus tôt, une petite cérémonie à laquelle nous n'avions pas été invités. « Tu as entendu parler de ça ?» Sa pause en disait long. « Je voulais vous inviter. J'ai demandé pour toi et Marcus, mais tante Catherine a dit que ce serait difficile pour lui, que le lieu n'était pas accessible et qu'il serait préférable que vous ne vous sentiez pas obligé de venir. » Elle a dit ça ? Elle a présenté ça comme une façon de vous protéger. Je l'ai cru. Je suis désolée. Mon cousin James avait la même histoire à propos de sa fête au yacht club. Tante Catherine a mentionné que Marcus pourrait avoir du mal à monter à bord du bateau. Elle a dit que ça pourrait être dangereux. Oncle Thomas m'en a révélé davantage. Ton père m'a appelé il y a 8 ans, juste après le diagnostic de Marcus. Robert m'a demandé de ne pas vous inclure dans la réunion de famille. Il a dit que l'état de Marcus était délicat, que vous aviez besoin d'espace. La confirmation la plus claire est venue de ma tante Linda, en Oregon. Tes parents avaient honte de Marcus. J'ai vu ta mère grimacer quand il avait besoin d'aide pour marcher. Catherine m'a prise à part et m'a dit que c'était malheureux, en espérant que vous considéreriez vos options avant qu'il ne soit trop grand. Elle parlait de pensionnat, d'établissements spécialisés. Après ça, j'ai arrêté de venir. À la fin de la semaine, j'avais une image claire de la situation. Il ne s'agissait pas du lieu de mariage de Victoria. C'était un effort systématique, mené depuis une décennie, pour effacer Marcus du récit familial. Chapitre 4. Marcus comprend. Marcus m'a trouvé au garage vendredi soir.
Nous travaillions souvent côte à côte, dans un silence confortable. « Papa, est-ce qu'on ne va vraiment pas au mariage ?» Nous sommes invités. Nous ne sommes simplement pas désirés. À cause de moi. À cause d'eux. Parce que les apparences comptent plus que les gens. Le mariage de Rachel, c'était pareil, n'est-ce pas? Et la fête de James. J'avais remarqué. Je pensais que c'était différent avec la famille. Je pensais que la famille devait obligatoirement t'inclure. La manière factuelle dont il a dit cela m'a serré la gorge. Certaines familles sont des familles parce qu'elles choisissent de l'être. D'autres ne sont que des gens qui partagent un ADN. Nous sommes en train de découvrir de quel type est la nôtre. Tu vas te battre contre eux? Non, parce qu'on ne se bat pas pour une place à une table où l'on n'est pas désiré. On construit une meilleure table. Chapitre 5. Le plan B. J'ai passé le week-end à élaborer un plan. Pas une vengeance, mais une conséquence. Ils voulaient exclure Marcus? J'allais leur montrer ce que signifiait vraiment la famille. J'ai rappelé tous les proches, Rachel, James, Linda, Thomas et d'autres qui avaient partagé leurs propres histoires de mise à l'écart. Le 15 juin, au lieu du mariage de Victoria, Marcus et moi organisons une célébration alternative, une vraie réunion de famille où tout le monde est le bienvenu, exactement tel qu'il est. Pas de code vestimentaire formel, pas de hiérarchie, pas d'exclusion. Les réponses furent unanimes. Tout le monde était partant. J'ai trouvé un pavillon dans un parc avec des chemins accessibles et une vue sur le lac. Coût, 200 $. J'ai engagé un food truck de tacos parce que Marcus adore ça. Un groupe local, un simple gâteau de supermarché. Coût total, moins de 2000 $. 1% du budget du mariage de Victoria. Puis j'ai envoyé un email à tous les membres de la famille Matthews. Le 15 juin, au lieu d'assister à un mariage qui ne veut pas de nous, Marcus et moi célébrons ce que la famille devrait être. Inclusive, authentique, joyeuse. Rejoignez-nous au parc Riverside, de 14h à 20h. Portez ce qui vous met à l'aise. Tout le monde a sa place à notre table. 43 personnes ont confirmé en 24 heures. Chapitre 6. La confrontation. Victoria a appelé mardi, la voix stridente. « Mais à quoi diable penses-tu jouer? J'organise une fête. Le jour de mon mariage, tu es en train de saboter mon mariage. » Rachel a répondu « non ». James a répondu « non ». Oncle Thomas a répondu « non ». La famille de Richard va penser que nous sommes une famille dysfonctionnelle. Vous êtes une famille dysfonctionnelle. Vous avez juste l'habitude de le cacher. C'est mesquin. Maman avait dit que tu ferais ça. Elle a dit que tu te sers du handicap de Marcus comme excuse pour te sentir persécuté. Je n'annule pas ton mariage. Mais je n'apprendrai pas à mon fils à accepter l'exclusion. Nous organisons notre propre événement. Tu es la bienvenue. Pas de code vestimentaire. Pas d'escalier. Pas de prérequis. Elle a raccroché. Ma mère a appelé 30 secondes plus tard. Qu'est-ce que tu crois accomplir? Tu mets cette famille dans l'embarras. La moitié des invités au mariage déclinent. Je célèbre la famille, les membres qui comptent vraiment. Tu sapes l'autorité de ta sœur, c'est puéril. J'apprends à Marcus qu'il n'a pas à accepter d'être traité comme un moins que rien. Nous ne le cachons pas. Nous sommes réalistes. Vous êtes réaliste depuis sa naissance. Vous avez suggéré des pensionnats quand il avait 2 ans. Vous nous avez exclus d'une douzaine d'événements. Vous avez coupé Marcus de 90% des photos de famille. Vous avez fait de nous un inconvénient. Linda n'avait aucun droit de te parler de cette conversation. Vous n'avez jamais été une famille pour Marcus. Vous vous êtes assuré qu'il le sache. Si tu fais ça, il y aura des conséquences. Ton père va changer son testament. Victoria ne te le pardonnera jamais. Vous nous avez déjà exclus. Je ne fais que rendre la chose officielle. Chapitre 7. L'offre. Robert a appelé ce soir-là. Son approche était calculée. Je te fais une offre unique. Annule ton événement. Assiste au mariage de Victoria. En retour, je créerai un fonds en fidéicommis pour Marcus. 250 000 $, plus une couverture médicale complète. 250 000 $. Une somme qui change une vie, les études de Marcus, ses besoins médicaux,
son avenir assuré. Tu essaies d'acheter son exclusion. Je subviens aux besoins de mon petit-fils, tout en permettant à ta sœur d'avoir son jour de mariage. Sauf que Marcus apprendra que l'amour de sa famille a un prix. Tout a un prix. Je propose la sécurité et l'unité. Tu proposes une vengeance mesquine. Je propose la dignité à Marcus. La dignité ne paie pas les factures. Cette offre expire dès que je raccroche. Alors, laisse-la expirer. Tu es un imbécile. Julia t'a ramolli. Julia m'a permis de voir clair. Elle m'a fait comprendre ce qui compte. Être présent pour les gens qu'on aime. Il a raccroché. Marcus avait écouté. C'était beaucoup d'argent, papa. Oui, en effet. Tu aurais pu l'accepter. Parce que tu es tellement habitué à l'exclusion que tu penses que c'est normal. Ce n'est pas acceptable. Je ne vais pas t'apprendre que ta présence peut être achetée. Il m'a serré dans ses bras. Merci, papa. Chapitre 8. Les préparatifs. Les 3 semaines suivantes furent de merveilleux préparatifs. Les gens appelaient pour demander comment aider, ce qui ferait le plus plaisir à Marcus. Rachel a organisé un projet artistique de groupe. Chaque membre de la famille a peint un carré de toile, créant une mosaïque qui épelait « Famille, tout le monde ». Le carré de Marcus était au centre, peint dans ses couleurs préférées, le bleu et le vert. Oncle Thomas a engagé un photographe pour des clichés spontanés. De vrais moments, de vraies personnes. Tante Linda est venue de l'Oregon avec ses fils adolescents, qui ont immédiatement sympathisé avec Marcus autour de jeux vidéo et de blagues douteuses. James a loué un château gonflable. Carlos, de mon garage, a proposé de faire du brisket fumé. Marcus a aidé pour chaque détail. La playlist musicale, le programme de l'événement, les jeux. Le voir gagner en confiance valait plus que n'importe quel fonds en fidéicommis. La veille, Victoria a envoyé un dernier message. « J'espère que tu es content. Tu as gâché mon mariage. La moitié de ma liste d'invités a disparu. Les parents de Richard posent des questions sur les conflits familiaux. Maman fait des crises de panique. Et pourquoi ? Félicitations, Daniel. Tu as prouvé que tu détruirais la famille pour ton orgueil. Je l'ai montré à Marcus. Il a lu attentivement. Elle pense que tout tourne autour de son mariage. Elle ne comprend pas que ça n'a jamais été à propos du mariage. C'était à propos de nous. Tu ne te bats pas contre elle. Tu te bats pour moi. À 14 ans, mon fils comprenait ce que ma famille ne pouvait pas comprendre. Chapitre 9. Le 15 juin. Le 15 juin s'est levé sous un ciel parfait. Le mariage de Victoria commençait à 17h, à 150 km de là. Notre célébration a débuté à 14h. Les gens sont arrivés en avance. À 15h, le pavillon était plein. 53 personnes. Plus d'autres qui avaient entendu parler de l'événement et voulaient se joindre à nous. Des collègues, les professeurs de Marcus, les parents de Julia venus du Vermont. Le food truck de tacos embaumait l'air de carne assada et de tortillas fraîches. Le groupe jouait une musique qui faisait danser tout le monde. Les enfants couraient sur l'air de jeux accessibles que Marcus avait demandé. À 16h, Marcus s'est levé pour un discours dont je n'étais pas au courant. Je veux remercier tout le monde d'être venu. Certains d'entre vous sont de la famille par le sang, d'autres par choix. Mais vous tous, vous avez choisi d'être ici. C'est ça qui compte. Pas les lieux chics ou les photos parfaites, mais le choix d'être présents les uns pour les autres. Il m'a regardé. Mon père me l'a appris cette année. Il m'a appris que je n'ai pas à me faire plus petit pour que les autres se sentent à l'aise. Que je mérite de prendre ma place. Que mes béquilles ne font pas de moi un moins que rien. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Ceci est pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'avaient pas leur place. Cette célébration est la preuve que vous appartenez à quelque chose, exactement tel que vous êtes. Les applaudissements furent tonitruants. À 18h, alors que la cérémonie de Victoria commençait, un cousin éloigné a envoyé une photo du mariage. Un lieu magnifique, une installation élégante, mais une assemblée clairsemée. Peut-être 40 personnes dispersées sur des sièges prévus pour 150. Le vide était frappant, embarrassant. Je ne l'ai pas montré à Marcus.
Il ne s'agissait pas de l'échec de Victoria, il s'agissait de notre succès. À 20h, nous étions épuisés de la meilleure des manières. Les enfants s'endormaient sur les genoux de leurs parents. Les adultes partageaient des histoires. L'œuvre d'art en toile avait été signée par tout le monde. La meilleure fête de tous les temps, a dit Marcus en se penchant contre moi. Tout le monde voulait vraiment être là. C'est ce que la famille était censée être. Chapitre 10. Les conséquences. Les photos du mariage de Victoria sont apparues sur les réseaux sociaux 3 jours plus tard. Magnifiques, professionnelles, parfaitement composées. Mais le vide était impossible à cacher. Les prises de vue aériennes montraient de vastes espaces déserts. Les photos de la réception révélaient de nombreuses tables vides. Metropolitan Bride a discrètement annulé son article. Trop d'absences d'inexpliquées dans la liste des invités. Robert a qualifié cela de « honte pour la famille ». Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Les gens ont commencé à nous contacter. Non pas Robert et Catherine, mais Marcus et moi. Cousin après cousin, ils ont partagé des histoires où ils se sentaient mis à l'écart par les attentes familiales. L'un était gay et ne s'était jamais senti en sécurité pour amener un partenaire. Un autre avait adopté des enfants d'une autre origine. Un troisième avait lutté contre la dépendance, ne trouvant que de la honte. Notre célébration leur avait donné la permission de reconnaître que la structure familiale des Matthews était brisée. Oncle Thomas a commencé à organiser des dîners informels mensuels. De vrais repas de famille. Rachel a créé un groupe de discussion familiale excluant Robert et Catherine. La vraie famille Matthews. 37 membres l'ont rejoint immédiatement. Tante Linda a commencé des appels vidéo avec Marcus, partageant de vieilles histoires de famille. Victoria ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Quand elle a finalement appelé, sa voix était différente, plus fragile. Mon mariage ne va pas bien. Les parents de Richard posent constamment des questions sur le mariage vide. Richard dit que je lui avais promis certaines relations familiales. Il se sent floué. Je suis désolée, ai-je dit sincèrement. Tu as détruit le jour de mon mariage. Non. J'ai choisi mon fils. Tu l'as détruit en l'excluant. Ce sont 2 choses différentes. Silence. Pourrais-je peut-être rencontrer Marcus un de ces jours ? Le rencontrer vraiment ? Ça dépend de Marcus. Il y a réfléchi pendant des jours. Si elle s'excuse vraiment, pas le genre de « désolé que tu aies été blessé ». Victoria est venue samedi. Elle s'est assise en face de Marcus à notre table de cuisine. « Je suis désolée », dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée de t'avoir exclue, de t'avoir fait sentir que tu ne comptais pas, d'avoir choisi un mariage parfait plutôt que d'avoir mon neveu à mes côtés. J'ai eu tort. » Marcus a hoché la tête lentement. « Pourquoi as-tu fait ça ? » Parce que je croyais ce que papa et maman m'ont appris, que les apparences comptent plus que les gens. Que la famille s'était présentée un front uni, pas s'aimer vraiment. J'ai eu tort sur toute la ligne. Ce n'était pas une réconciliation parfaite, mais c'était un début. Chapitre 11. 1 an plus tard. 1 an plus tard, notre célébration était devenue une tradition annuelle. La deuxième fut plus grande. 73 personnes, 2 food trucks de tacos, un DJ, des enfants partout. Marcus avait 15 ans, plus confiant que jamais. Il avait rejoint l'équipe de débat malgré les inquiétudes concernant sa mobilité lors des tournois. Il avait remporté la 3e place au niveau régional. Son argumentation sur les droits des personnes handicapées ayant ému les juges aux larmes. Victoria est devenue seule. Son divorce avec Richard avait été finalisé 1 mois plus tôt. Il voulait les relations des Matthews. Quand elles ont disparu, son intérêt aussi. Elle a passé la journée avec Marcus, l'écoutant parler de débats, de projets scientifiques, de ses plans d'avenir. En les regardant, j'ai vu son chagrin pour toutes les années qu'elle avait manquées. Robert et Catherine ne sont pas venus. Ils m'avaient envoyé une lettre me désinvitant de tous les futurs événements officiels des Matthews. Mais lors de notre célébration, oncle Thomas m'a pris à part. Tu as changé cette famille. Tu as brisé quelque chose qui devait être brisé et tu as construit quelque chose de mieux.
Dennis, le fils aîné de Robert, est arrivé à l'improviste. Je suis censée reprendre l'empire commercial de papa. Mais en voyant ça, je me demande si c'est la vie que je veux. Chapitre 12. La décision de Marcus. Quand Marcus a eu 16 ans, il a reçu une lettre de Robert contenant un chèque de 100 000 $. Pour tes études futures et tes besoins médicaux, sans condition. Peut-être pourrons-nous déjeuner ensemble quand tu seras prêt. Grand-père. Marcus me l'a apporté, incertain. L'argent aiderait pour l'université. Mais est-ce qu'il essaie de se racheter une place? Peut-être. Ou peut-être qu'il apprend. Les gens peuvent changer. La question est de savoir si tu es prêt à le laisser essayer. Marcus a réfléchi pendant 1 semaine, puis a répondu par écrit « Cher grand-père, merci pour le chèque. Mais l'argent ne reconstruit pas les relations. Si tu veux être mon grand-père, tu dois être vraiment présent. Viens à mes débats. Pose-moi des questions sur ma vie. Sois là, je ne te demande pas d'être parfait. Mais j'ai besoin que tu me vois tel que je suis, pas comme un problème à résoudre. J'ai besoin que tu comprennes que mes béquilles font partie de moi, mais qu'elles ne sont pas tout ce que je suis. Si tu peux faire ça, j'aimerais essayer d'avoir un grand-père. Marcus. » Robert s'est présenté au débat suivant de Marcus. Il s'est assis au fond, mal à l'aise, complètement hors de son élément. Mais il est y resté. Quand Marcus a remporté la première place, Robert s'est levé et a applaudi, les larmes aux yeux. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un commencement. Chapitre 13. La vraie victoire. 2 ans après avoir tourné le dos au mariage de Victoria, Marcus a obtenu son diplôme de fin de lycée en tant que major de sa promotion. Son discours portait sur l'appartenance, sur la création d'espaces où chacun a sa place. L'auditorium était comble. Victoria a pleuré pendant tout le discours. Thomas et Linda ont pris l'avion pour être là. Même Dennis est venu avec sa petite amie qui travaillait pour une organisation de défense des droits des personnes handicapées. Robert et Catherine étaient assis au fond. Ils étaient venus à l'invitation de Marcus, bien que leur relation soit encore fragile. Mais quand Marcus a mentionné « apprendre que la vraie famille est présente, même quand c'est inconfortable », Robert a pris la main de Catherine. Après la cérémonie, lors de la fête chez nous avec plus de 50 personnes, Marcus m'a pris à part. « Papa, tu te souviens quand j'avais 12 ans et que je t'ai demandé si je faisais vraiment partie de la famille ? Je me souviens. Je connais la réponse maintenant. Je suis de la famille des gens qui me choisissent. Et je peux les choisir en retour. C'est exactement comme ça que ça marche. Ce jour-là, tu m'as choisi avant tout le reste. Avant l'argent, avant ta famille de naissance, avant la tradition. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je méritais d'être choisie. J'ai serré mon fils dans mes bras, cette personne incroyable qui avait dû apprendre la résilience trop jeune, qui avait transformé l'exclusion en émancipation, qui était sortie du rejet avec sa bienveillance intacte. Tu as toujours mérité d'être choisi. Je me suis juste assurée que tu le saches. Chapitre 14. Construire des tables. Marcus a 19 ans maintenant. Il étudie les droits des personnes handicapées et les politiques publiques. Il a lancé une organisation à but non lucratif qui aide les familles à gérer les problèmes d'inclusion, en particulier autour des mariages. Il l'a appelée « Tout le monde est invité ». Leur devise : construisez des tables plus grandes, pas des murs plus hauts. Victoria travaille avec lui à temps partiel, utilisant ses compétences en organisation d'événements pour des célébrations véritablement inclusives. Elle a reconstruit leur relation lentement, avec constance. Elle ne récupérera jamais ces années, mais elle profite pleinement du présent. Nos célébrations ont évolué. Le mois dernier, elles ont attiré 97 personnes, 3 générations, plusieurs branches de la famille, des amis devenus de la famille, tous réunis parce qu'ils voulaient être là. Robert et Catherine viennent maintenant, même si c'est encore difficile pour eux. Catherine grimace encore parfois, offre toujours son aide avant de demander si elle est nécessaire. Mais elle apprend. Elle suit une thérapie, travaillant sur des décennies passées à valoriser l'image plutôt que le fond. Robert, étonnamment, est devenu l'un des plus grands défenseurs de Marcus. Après avoir assisté à un événement de l'organisation, il a fait un don de 100 000 $ et a rejoint le conseil d'administration.
J'ai passé ma vie à construire des choses, des bâtiments, des entreprises, des fortunes. Mais j'ai manqué le projet de construction le plus important, la famille. J'essaie de me rattraper maintenant. Chapitre 15. L'héritage. La semaine dernière, Marcus a reçu un appel d'une mère californienne. Sa fille, atteinte de trisomie 21, avait été exclue du mariage d'un cousin. Elle était dévastée. Marcus lui a parlé, a partagé notre histoire, l'a aidé à comprendre que parfois, le plus beau cadeau est de montrer à son enfant qu'il mérite mieux. A-t-elle décidé de ne pas y aller ? Ai-je demandé. Elle n'y va pas. Mais plus encore, elle prépare une célébration alternative. Elle s'en sert pour montrer à sa fille ce qu'est la véritable inclusion. Tu changes des vies, Marcus. Nous changeons des vies, papa. Nous l'avons fait ensemble. Tu as quitté ce mariage avec moi. C'est ce qui a tout déclenché. Il avait raison. Cette seule décision, prendre la main de mon fils de 12 ans et partir, avait eu des répercussions bien au-delà de l'imagination. Elle a fracturé un système toxique et l'a reconstruit de manière plus saine. Elle a montré aux gens qu'ils pouvaient faire des choix différents. Elle a appris à Marcus qu'il méritait qu'on le défende, ce qui lui a donné la confiance nécessaire pour défendre les autres. Parfois, on me demande si je regrette d'avoir manqué le mariage de Victoria. La question me semble absurde. Je n'ai rien manqué. J'étais exactement là où je devais être, avec mon fils, à construire le genre de famille où tout le monde a sa place. L'invitation est toujours dans le tiroir de mon bureau, un rappel du choix que j'ai fait. À côté, il y a une photo de cette première célébration. Marcus, entouré de gens qu'il aimait exactement tel qu'il était, son sourire plus éclatant que n'importe quel portrait de mariage. C'est cette image que je chéris. Pas ce que nous avons abandonné, mais ce que nous avons construit à la place. Car la famille, ce n'est pas une question d'ADN ou d'obligation traditionnelle. C'est être présent, se choisir les uns les autres, construire des tables assez grandes pour tout le monde. C'est le moment où vous décidez que la dignité de quelqu'un compte plus que le maintien des apparences. C'est être prêt à quitter une table qui ne veut pas de vous et en construire une meilleure où chacun a sa place. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà eu à choisir entre une tradition toxique et la protection d'un être cher, partagez-la. Parlez-en. Car chaque fois que nous choisissons les gens plutôt que les apparences, nous facilitons ce choix pour la personne suivante. Et peut-être que si nous sommes assez nombreux à construire de plus grandes tables au lieu de murs plus hauts, nous pourrons changer entièrement le sens du mot famille.